Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web. On est déjà à la 71e édition de ce rendez-vous hebdomadaire. 5 personnes, dont moi, autour de cette table pour parler de l'actualité connectée de la semaine. On parlera aujourd'hui de nos smartphones. Sommes-nous vraiment libres de surfer sur nos smartphones? Une vraie belle question. Et on accueillera en deuxième partie d'émission, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines maintenant dans une nouvelle formule, un invité qui n'est autre que Rémi Aubert. Salut Rémi. Bonjour. Cofondateur et CEO de AB-Testy. AB-Testy qui vient de lever la bagatelle de 17 millions de dollars. Et vous faites dans l'A/B testing et la personnalisation. On racontera tout ça tout à l'heure. Il y a plein de choses à dire. Quand je dis vous, on ne vous voit pas d'un seul coup. Hein, c'est vous parce qu'il y a une équipe de 120 personnes dans AB-Testy. En face, Perrine Le Boulon. Salut Perrine. Bonjour. Tu vas bien? Bien et toi? Bon, super. C'est Startup Bricks. Startup Bricks est devenu un phénomène incroyable. C'est ce média, en fait, ce blog au départ, ce média qui raconte en fait les startups en Afrique, mais plus largement, puisque toi, tu t'intéresses à la partie asiatique notamment. Hein. Exactement. Ouais. C'est un média en ligne et on se spécialise dans tout ce qui est start-up et innovation dans les pays émergents. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment une référence absolue qui est aujourd'hui utilisée par plein de gens. En fait, on vous contacte pour savoir un peu ce qui se passe dans des zones géographiques, dans des continents, sur l'innovation, vraiment. Oui, exactement. Puis vraiment tout type de personnes. Ça peut être des gérants d'entreprise, mais aussi des étudiants. Enfin, vraiment. Toi, tu parles combien de langues? Couramment 3. Ouais. Et j'en baragouine. l'hindi, tu parles hindi, ça? Oui, je le baragouine, l'hindi. Mais comme tout le monde, en fait, on baragouine tous un petit peu d'hindi. Toi aussi, tu fais je veux dire, c'est facile l'hindi, franchement. Bon, en tout cas, bienvenue, Perrine. Merci. À côté de toi, donc, Emmanuel Parodi, c'est Mastermind, Emmanuel Parodi. Hein. Absolument. Lettre d'information. Sur l'économie des médias, de la publicité, et Mind FinTech sur les FinTech, donc transformation digitale. Il faut payer pour avoir cette information-là, Absolument. mais elle est vraiment qualifiée, c'est pour ça qu'on a plaisir à payer. Voilà, enfin, je veux dire, on n'a jamais plaisir à payer, mais enfin, en tout cas, on a un plaisir à avoir un vrai retour en échange. Et puis, le retour de Jérémy Benmoussa. Salut Jérémy. Jérémy, alors là, c'est l'actu qui... Alors, Lita, c'est l'application de matching qui connaît une nouvelle version. Voilà, une nouvelle version qui arrive dans les stores dans quelques jours, qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les gens à mieux discuter entre eux. Schedulio, c'est un plugin pour Slack. Pour Slack, qui permet d'ajouter des fonctions natives sur Slack. Et c'est pas fini, tu lances un nouveau truc. Et Auto Messenger, qui est encore en bêta, mais qu'on va lancer dans un petit mois maintenant, qui permet de booster l'engagement sur Facebook et qui va intéresser tous ceux qui ont des pages Facebook. En fait, quelqu'un vient sur ta page, donc page d'entreprise par exemple, et clac, on a la moyen de lui envoyer automatiquement un message sur Messenger. En fait, tu configures des messages en fonction du type de commentaire qui est laissé sur une page et t'envoies un message dans la bonne langue avec le bon message. Personne ne le fait trop pour l'instant, ça. Pour l'instant, personne ne le fait, mais c'est une fonction qui a été développée, qui a été annoncé par Zuckerberg au F8 et qui est passé totalement inaperçu. Au F8. Au F8, pardon. Mais c'est génial en termes d'engagement. C'est ce que tous les community managers essayent de faire. Ça s'appelle donc? Ça s'appelle automessenger.pm. Et ça va sortir vraiment, là c'est en bêta et ça va sortir prochainement. On a ouvert les inscriptions en bêta. La question du jour, le débat de cette semaine, sommes-nous libres de surfer sur nos smartphones? La question se pose à la suite d'un rapport qui a été sorti par l'ARCEP. L'ARCEP, c'est le gendarme des télécoms, qui tirait un peu la sonnette d'alarme sur ce qui se passe, notamment sur les smartphones et les tablettes. Vous savez que l'ARCEP et d'autres d'ailleurs sont très intéressés par ce qu'on appelle la neutralité du net, c'est-à-dire pouvoir accéder à l'intégralité des contenus, quelles que soient les conditions et les objets sur lesquels on fait ça. Et selon ce rapport de l'état de l'Internet, qui est un rapport annuel, en fait, il y aura un petit problème parce que de temps en temps, Google et Apple, entre autres, sans les citer vraiment d'ailleurs dans le rapport, sont tentés de nous emmener vers des applications qui sont les leurs, des environnements qui sont les leurs, des navigateurs qui sont les leurs. Bref, on est dans un environnement qui, sur les smartphones, ne serait pas aussi libre qu'on puisse l'imaginer. Ceci dit, je me tourne vers Perrine, qui va ouvrir le bal. Est-ce qu'on a une vraie liberté sur le net, de toute façon, quels que soient les supports? Non, enfin, selon moi, quels que soient les supports, est-ce qu'on peut parler vraiment de liberté de surfer sur le net? Pas forcément. Toi, tu penses que sur un PC, de toute façon, il n'y a pas tellement de liberté, on est un petit peu contraint par les circonstances à aller vers tel ou tel endroit? Voilà, je trouve qu'en tout cas, on est très aiguillé, que ce soit sur un PC ou un smartphone. Et c'est vrai que sur un smartphone, vu qu'il y a tout un écosystème qui vient avec, on est d'autant plus parce qu'il y a les apps quand même, donc ça fait quand même une espèce d'étranglement comme ça qui nous amène vers telle ou telle app. Et là, quand même, la tentation est forte pour certains gros opérateurs de nous emmener là, non? Oui, bien sûr. Après, c'est aussi, c'est un écosystème que développent des géants comme Apple, par exemple, vient de citer. Mais c'est aussi, je pense, quelque chose que les gens ont à l'esprit lorsqu'ils achètent un téléphone. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel, toi? Oui, alors c'est pas nouveau, franchement, mais simplement s'en préoccuper moins tant que la partie de consommation du web était plutôt du côté du PC, sauf que depuis 2 ans, tout ça est en train de basculer sur les téléphones mobiles. Donc le téléphone mobile, quand on parlait de neutralité du net, on oublie qu'on toussait
très discrètement, parce qu'on savait très bien que sur la question du mobile, la neutralité, elle n'a jamais existé. Par contre, maintenant, ça devient un problème industriel. Mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire que, par exemple, prenez les éditeurs, vous lisez votre quotidien sur une appli. L'éditeur qui voudrait gérer ses abonnements comme ça, Apple lui dit bien sûr, j'ai une brique de paiement, il n'y a pas de souci. Ah oui, mais j'aimerais bien avoir le nom et les informations des gens qui s'abonnent. Ah ben non. Et voilà, et c'est que des choses comme ça. C'est-à-dire que le téléphone, certes, vous avez acheté l'appareil, mais c'est un système d'exploitation qui est complètement contrôlé par Apple, Google de l'autre, et sur lesquels vous avez accepté des conditions générales d'utilisation. Donc vous êtes dans un service et dans lesquels on modèle. C'est peut-être un peu moins contraignant dans l'univers Android que dans l'univers iOS quand même. Alors du coup c'est moins contraignant, mais ils le payent parce que justement il y a un peu n'importe quoi. Il faut faire la police dans l'App Store. Donc il y a tous ces gens-là, ils disent mais c'est pour le bien-être de l'utilisateur. En attendant, le fait est qu'ils ont un environnement qui est, à défaut d'être totalement verrouillé, en tout cas sous contrôle. Question qui se posait aussi, mais moins sur la question du desktop. Jérémy, fâche-toi un petit peu avec ceux qui te balancent tes apps sur les... Non mais en fait, il ne faut pas oublier qu'on aille sur Apple ou sur Android, c'est des applications, enfin c'est des systèmes qui sont grand public. Est-ce que tu as envie de retrouver dans les applications des trucs qui vont t'emmener sur le dark web ou sur des choses qui sont clairement pas grand public? La réponse c'est non. Oui. Est-ce que dans les résultats du moteur de recherche, sur la première page de Google, tu as envie d'avoir des choses qui ressortent du dark web? À mon avis, non. Et les gens qui sont clients de ce genre de choses, ils n'utilisent pas Google. Enfin, tu vas aller sur le dark web, tu veux trouver des trucs, tu vas aller en profondeur là-dessus. Au-delà de ça, il existe des applications dont on sait qu'elles ont quand même un mal de chien à percer, notamment sur l'Apple Store ou ailleurs, parce que tout d'un coup, elles vont à l'encontre d'intérêts d'Apple, par exemple. Moi, je suis dans le cas avec Lita et tous les gens qui publient des applications sont dans le même cas. Tu as une vraie question sur le fait que Google et Apple ont un droit de vie ou de mort sur énormément d'entreprises. Alors Google via le moteur de recherche et Apple via l'Apple Store. Mais c'est évident qu'ils ont un droit de vie ou de mort. Là, tu regardes la dernière conférence d'Apple où ils ont annoncé un jeu qui est mis en avant par, j'ai compté 12 images dans la homepage de l'Apple Store. Alors, évidemment que c'est du favoritisme. Mais c'est parce qu'ils font du business. Ils mettent en avant une application qui est vendue 5 €, qui marche très très bien, donc ils font leur business. Ce que reproche l'ARCEP, c'est qu'il y ait quand même une indication assez nette du chemin à parcourir quand on se balade. Tel navigateur qui vous emmène vers tel endroit, et on a évidemment des réponses qui arrivent en fonction des intérêts et des propositions. L'ARCEP qui critique ça, et de l'autre côté, tu as Google qui va te mettre ça en avant, qui va te dire, nous on est là pour faire le tri sur le web. Il y a 80% du web qu'on ne va pas vous montrer parce que c'est pas mainstream. C'est vrai que chacun fait son boulot aussi, Rémi. Ouais, moi je ferai un petit distinguo. Dans ce débat, je suis un peu partagé. En fait, je ferai un distinguo entre ce qui est application et ce qui est réellement accéder à l'information. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a notre navigateur, même si les résultats de recherche ne sont pas ceux qu'on attend, on peut avoir accès à n'importe quelle information avec son smartphone. Après que sur le plan marketing, Apple et Google aient réussi à être hégémoniques finalement via les stores, c'est compliqué de leur reprocher ça. C'est quelle solution palliative on a à ça, honnêtement, j'en sais rien. Et c'est vrai que ce qu'ils font pour verrouiller le marché est pire que ce que faisait Microsoft dans les années 90. Mais au final, c'est un succès marketing d'un côté qui ne prive pas l'accès à l'information de l'autre. Donc il y a deux types de liberté, quoi. Ça ne prive pas, mais si on prend par exemple les assistants vocaux, parce que c'est ça qui va arriver, c'est qu'on se dit, voilà, sur ce que je fais la transition, puisque le téléphone c'est un petit écran, donc ça rend service de faire des choix à l'utilisateur. Il veut la météo, on va lui fournir le résultat de la météo, mais plutôt que de choisir le résultat de la météo. Donc, par exemple, c'est la discussion qu'il y a en ce moment avec Google Home. Il y a un certain nombre de services, il ne va pas y avoir 30 résultats. Il va y avoir un prestataire choisi sur quels critères qui va donner l'information de la pizza la moins chère du quartier. La phrase de Sébastien Soriano, qui est le patron de l'ARCEP, qui dit concrètement demain, quand vous entrerez dans votre voiture et que vous demanderez à votre assistant vocal de jouer tel ou tel morceau de musique, c'est lui qui va choisir si vous dirigez vers Spotify, Qobuz ou Deezer. Et c'est ça la réalité, c'est qu'à un moment précis, il y aura un choix objectif qui sera un choix économique. Et là, on sera quand même assez dirigé naturellement. L'assistant vocal limite, parce qu'on n'a pas envie d'avoir ça, limite le nombre de réponses. On veut une réponse, basta. Non. Alors jusqu'à présent, ce qu'il dit, c'est qu'il y aura un choix dans une liste, l'utilisateur pourra choisir. Il y aura quand même un certain nombre de services sur lesquels le choix sera de facto imposé et puis, par la plateforme. Leurs propres outils. Moi, tu vas dans une voiture qui est équipée d'Apple Car. Moi, c'est mon cas. J'ai pas accès à Google Maps. J'ai accès à Maps d'Apple parce que c'est le produit qu'ils ont envie de mettre en valeur. TomTom a jamais eu accès à l'API pour aller dans Apple Car. Ils gèrent la concurrence comme ça aussi. Et honnêtement, j'ai presque envie de dire c'est de bonne guerre. Ils développent des outils sur des outils propriétaires
il n'y a personne qui a jamais imposé à TomTom de ne pas développer un autoradio. Donc l'ARCEP ferait son boulot parce qu'ils mettent en avant des dangers potentiels, mais en même temps, on a bien tous vu que le web avait ses propres fonctionnements et que c'est pas tout nouveau, ça. Hein, Moi, je suis d'accord pour que l'ARCEP joue son rôle. Après, je pense que le danger vient pas des applications mainstream. Le vrai danger, c'est pas est-ce qu'on envoie sur Deezer ou sur Spotify. Il y a une question politique, business derrière. Je suis d'accord pour qu'on la traite, mais le vrai danger, il est pas là. Le vrai danger, c'est est-ce qu'on remonte les 80% de web qu'on remonte jamais parce que c'est du dark web ou parce que c'est des informations. Enfin, on peut trouver sur Internet comme on fait une bombe. Est-ce qu'on a envie de montrer ça dans les premiers résultats de recherche de Google quand on tape quelque chose qui est pas directement lié à ça. Rémi, quand on parle des assistants vocaux, par exemple, ça sous-entend une couche d'intelligence artificielle derrière qui est programmée d'une certaine façon pour offrir une réponse la plus rapide et la plus cohérente possible. Est-ce que c'est une thématique sur laquelle tu travailles, toi, ou vous travaillez en R&D Non, alors nous, on ne se positionne pas sur l'assistant vocal, puisqu'on ne se positionne pas sur ce que j'appellerais de l'acquisition de trafic, parce que là, c'est vrai que c'est de l'acquisition de trafic, finalement, ressortir en réponse là-dessus. En revanche, ce qui pourrait résoudre les problématiques que soulève l'ARCEP, ça serait de décorréler les supports des assistants. Essayer de se dire typiquement, est-ce que c'est Deezer, est-ce que c'est Spotify, est-ce qu'on peut aller choisir, derrière choisir l'assistant qui a le plus d'affinité avec soi. Je pense que ça serait un peu une solution, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est sur un marché qui est monopolistique, hein, au final. Plus les gens vont parler à l'assistant vocal, plus l'assistant vocal va s'améliorer, donc celui qui est devant sera de plus en plus devant. Perrine, est-ce que tu vois un danger, toi, aux assistants vocaux comme ça ? Alors, un danger, non, pas forcément, parce que je pense que les assistants vocaux, ils répondent à une demande, au final, qui est cette demande d'assistance. Et après, ça me paraît logique que les choix soient réduits, parce que quand on a envie d'écouter une chanson... aussi, on a envie que les choix soient réduits. Ouais. Quand on a envie d'aller à un point A à un point B, on n'a pas forcément envie d'avoir 10 000 façons d'y aller, mais la façon la plus rapide et la plus efficace. Donc voilà, après... je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est une bonne guerre. Au final, c'est une question aussi de business. Mais c'est vrai qu'au niveau des assistants vocaux, il y a une vraie question qui se pose parce qu'il va y avoir un choix aussi qui va être fait en amont. Parce qu'on va peut-être nous proposer Spotify ou Deezer, mais il y a 10 autres applications qu'on pourrait nous proposer qui, au final, ne nous seront pas du tout proposées. Et qui auront du mal à émerger pour le coup, parce que ça sera quand même toujours la prime aux gros acteurs qui seront mis en concurrence d'une certaine façon. Et puis les jeunes auront du mal à rentrer dans cette nouvelle dynamique, non, un peu. Je te demande ça à toi, Manuel. Oui, non, mais le mot qu'est-ce qui est plus efficace du point de vue de la plateforme, le risque, c'est que le plus efficace, ce soit ce qui génère le plus de marge pour la plateforme. Et c'est déjà des questions qui ont pourri un petit peu, par exemple, les places de marché de musique, autres, alors qu'on pourrait se dire, non, on fait des algorithmes qui maximisent le bonheur de l'utilisateur. Et visiblement, dans certaines plateformes, ça ne marche plus comme ça, parce qu'on optimise le revenu. Quand je dis, tiens, je voudrais bien écouter de la musique classique, on m'envoie plutôt vers Cobuzz, par exemple, parce qu'ils sont meilleurs en musique classique que les autres, que le son est meilleur. Voilà, il pourrait y avoir cette intelligence-là, ce qui n'est pas nécessairement un critère de prise en compte aujourd'hui. Hein. Bon, on a discuté de ça, je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur le principe que l'ARCEP fait son métier, puis qu'il y a de toute façon des observations à faire là-dessus. Dans cette émission, on était, depuis le début, dans une sorte d'alignement des planètes. On va dire comme ça se passait assez calme. Mais voici l'instant météorite. Voilà, la météorite, tu vas bien ? Oui, Stella Carpenter. Bonjour tout le monde, ça va, tout le monde va bien ? Voilà, c'est moi la météorite, d'accord. Donc future Miss Météo sur le plateau, génial, super. Eh bien oui, le grand mot du web, on revient comme chaque semaine. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un mot, hop là, on l'attrape et on va à votre rencontre. Aujourd'hui, c'est un mot qui, j'espère, un jour, Bertrand, tu le prononceras dans ta carrière d'entrepreneur. Je peux le prononcer déjà. C'est vrai ? C'est vrai. Bon, d'accord. Ouais. Aujourd'hui, on est allé à votre rencontre pour vous poser la question, qu'est-ce qu'une licorne ? Alors, on va faire comme elle, on va s'envoler pour arriver jusqu'à vous, dans les rues de Paris, pour vous poser la question. Attention, attention au décollage, mais surtout à l'atterrissage. On y va, on revient après. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le grand mot du web, nous avons décidé de venir à votre rencontre dans un endroit emblématique, l'ancienne bourse, un endroit incontournable dans le milieu du business pour vous poser la question, qu'est-ce qu'une licorne ? Allez, c'est parti ! Une licorne, c'est un animal fantastique qui a une corne très longue au-dessus de la tête. Voilà. L-I-C-O-R-N-E. Ah, une licorne. Une hélicorne. Ah, une ça existe ? C'est un animal qui a une corne au milieu du front. Waouh ! Sérieux ? Tout dépend, ça peut être un animal et ça peut être aussi une position sexuelle. On est content de le savoir. D'accord, ok. Et dans le business, c'est toujours une position sexuelle ? Pas ce que je sache. Dans le milieu du business, ils ont toujours des cornes ou pas ? Ouais, plutôt ouais. D'accord. Ah, d'accord, je savais pas du tout. Ça vous est pas arrivé encore, c'est ça ? Non, je fais mes premières années d'études, là, je sais pas. Une licorne, ça c'est une bonne question. Vous avez ramené du jambon ?
Pardon? C'est quand une entreprise a atteint le milliard de dollars. Ok. Est-ce que c'est ton cas? Non, pas trop. Je suis pas trop capitaliste, tout ça, donc ça m'intéresse pas trop. Donc là, tu as vraiment un message à faire passer à la France. Ouais. Je sais pas, moi, la première chose qui me viendrait à l'esprit, c'est LGBT, mais je sais pas. C'est quoi ça? Lesbienne, gay. C'est génial. Sinon, il y a LGDW, qui est le grand débat du web, notre émission. Tu l'as bien placé. Oui, vous avez vu. Alors, comme tout le monde, qu'est-ce qui est revenu? C'est l'animal, on est d'accord, la licorne. Hein. Voilà, jusqu'à qu'en fait, ça m'est revenu et ça m'a fait penser à un tube qui a bercé mon enfance, c'est-à-dire il y a 3 ans. Ça donnait ça, on écoute ensemble. Je suis une licorne avec une crinière swaguée. Elle est douce comme Beyoncé Unicorn. Voilà, on remercie évidemment la youtubeuse Natou. Voilà, Natou la youtubeuse qui a créé cette chanson il n'y a pas très longtemps. Ça m'a aussi fait penser à plein de choses. La licorne, on en croise souvent sur les pistes de ski, messieurs. Ça vous est arrivé ou pas? Croiser des licornes, des gens déguisés en licorne dans la rue comme ça, enfin sur les pistes de ski? Alors pas trop. Pas trop, d'accord. Ou sinon en feria l'été, ouais. Et on a aussi croisé justement, ça me rappelle qu'on a croisé la fille aînée de Bertrand la semaine dernière dans les couloirs. Regardez ce que ça donne pour que vous ayez une petite aperçu, voilà. Oui, j'ai ta fille, j'ai l'impression que c'est de famille, hein, tout ça. Hein. Ouais. Voilà, j'allais pas dire que c'est de famille d'avoir des cornes, quand même pas. En tout cas, comment tu expliques ça, Bertrand? Je sais pas. C'est un accident de parcours. D'accord, en fait. c'est quand on a un après la père- feria, justement. Tu vois. Ah, d'accord, ok. Ou sinon, ça m'a encore fait penser au mariage de ma vieille tante Véronique, voilà, avec Bébert. Hein. Bébert, comme quoi il n'y avait pas que lui qui avait des cornes, elle aussi était pas mal dans le genre. Voilà, tout ça pour vous dire que je vous souhaite pas d'avoir évidemment la tenue ou d'avoir des cornes, ou d'avoir la tenue de Bébert, mais surtout, je vous souhaite vraiment d'avoir un jour votre entreprise qui devienne une licorne, c'est-à-dire qu'elle atteigne le milliard de dollars, que la valeur atteigne le milliard de dollars, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, génial. On a fini par avoir l'explication. On a fini par avoir l'explication. Pas mal, hein. Exactement, Ouais. voilà. Merci. Donc je vais vous laisser parce que moi, à un moment donné, je peux pas, j'ai licorne, voilà. Et comme on dit, vivons d'amour et de licorne. Licorne, c'est Voilà. pas mal. Allez, je Ouais. m'envole. À la semaine prochaine. Salut. C'était Stella Carpenter, je l'avais dit. C'est autre chose. C'est une autre expérience dans ce monde. Tiens, on est à la deuxième partie de cette émission, la troisième même quasiment, avec Rémi Aubert, cofondateur et CEO de AB Testy. Rémi, on reprend les chiffres. Vous, le 30 mai dernier, vous avez annoncé donc 17 millions de dollars de levée. Vous aviez déjà fait une levée de combien 7 millions à peu près. Il y avait Il y a un an et demi. un an et demi. Apparemment, ça part vite, mais en même temps, vous vous développez à une vitesse grand V, vous faites 100% de croissance et de personnel en plus chaque année, en fait, depuis quelques années. Oui, tout à fait. Depuis 5 ans, on fait chaque année 100% de croissance, que ce soit des effectifs et du chiffre d'affaires. Enfin, c'est surtout le chiffre d'affaires qui est important. Et on a ouvert aussi 6 bureaux depuis 2 ans et demi. Sur 3 continents, puisqu'on avait déjà Paris. Et là, on a Londres, Cologne, New York et Sydney. Leader européen dans votre secteur, qui est le testing et la personnalisation. On va en parler un petit peu parce qu'il y a plein de sujets qui sont vraiment intéressants autour de ça. Leader européen, ça veut dire volonté d'être leader mondial. La levée vient pour ça, pour attaquer le marché américain qui est le plus gros. Donc devenir une licorne à terme, c'est l'ambition suprême. Alors, devenir une licorne, c'est l'ambition suprême. Si j'étais financier, je dirais oui. Après, puisque c'est plus un raisonnement de financier, non, c'est devenir leader sur le marché, déjà, ça serait énorme. Et faire en sorte que tout le monde dans l'entreprise soit super heureux, c'est notre deuxième ambition. En fait, il y a quelques années, l'A/B testing, c'était réservé à quelques-uns. L'A/B testing, on va expliquer ce que c'est. En fait, tout simplement, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui veut faire la définition? Tiens, je sens que tu es bon là-dessus. L'A/B testing, c'est tester une version A, tester une version B, voir laquelle est la meilleure en termes de, généralement, de ROI. Mais ça peut Donc être on d'autres distribue à un certain nombre de personnes version A, un certain nombre de personnes version B, ça c'est la version qu'on faisait il y a quelques années, et on voit ce qui a le mieux marché, en positionnant tel bouton à tel endroit. Mais maintenant ça va beaucoup plus loin, on est dans un domaine qui a transcendé complètement la version A, version B, il y a des milliers de versions possibles en fait aujourd'hui. Alors, il y a des milliers, voire des milliards de versions possibles, puisqu'en fait, notre ambition, c'est d'adapter la navigation à chaque internaute, donc faire en sorte que chaque internaute trouve immédiatement les informations qu'il a cherchées. Donc, ça passe par du testing initialement, puis ensuite, ça glisse doucement vers de la personnalisation, et faire en sorte qu'on arrive à appliquer sur le web un modèle qu'on a dans la vie courante, en fait. Ça veut dire que quand on va rentrer dans une boutique, le vendeur va s'adresser à nous d'une manière qui est différente en fonction de notre tenue vestimentaire, en fonction de notre âge, etc. C'est de faire en sorte que les sites web fassent exactement la même chose. C'est-à-dire que l'idée, à terme, c'est vraiment que ça soit du one-to-one complètement. Chacun va regarder un site et va avoir un morceau du site qui ne ressemble à aucun autre, en fait, qui soit totalement personnalisé pour lui. Ça, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Hein. Non, c'est pas encore le cas. On est loin de ça encore ou pas? On est loin de ça, pas forcément beaucoup. Si je fais une comparaison par rapport à un autre domaine, c'est les voitures autonomes. Nous, on pourrait dire qu'actuellement, nous, on est sur le cas d'une voiture manuelle qui roule, etc. Et on a besoin d'un pilote pour la voiture. Tout le monde travaille à faire une voiture autonome. Sur le domaine du testing et de la personnalisation, c'est pareil. On travaille vers le fait de faire de l'autonomie. 30% des gens sont en R&D chez vous. Hein. Ouais, tout à fait.
Ça fait du monde, ça fait du monde. Ouais, ça fait et la levée de fonds finance en partie ça, justement, cette vision qu'on a du produit, de l'automatisation complète de notre métier. Avec beaucoup de data scientists, en fait, dans l'entreprise. Pas mal. Exact. Vous connaissez un petit peu le testing, la personnalisation, évidemment, vous connaissez, tu utilises des solutions comme ça, toi, pour... Alors j'aimerais, parce qu'en pratique, c'est souvent aussi une question de taille du côté de l'utilisateur, mais je connais. Et moi, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'on dépense les 17 millions quand on lève 15 millions? Parce que, non, mais côté utilisateur, ça paraît, justement, c'est simple. Comment on voit quelque chose d'assez simple. Et je me dis, quand on lève 17 millions, qu'est-ce qu'on va faire de ces 17 millions? On sait exactement ce qu'on va en faire. Quand on a commencé à lever des fonds au tout début, c'est vrai que la première fois, quand on a eu 1 million, on s'est vraiment posé la question en disant 1 million, c'est une somme énorme, où on va dépenser ça, et donc on commence à faire des business plans, réfléchir, etc. Là, quand on arrive et qu'on lève 17 millions, en fait, on sait exactement à quoi ça va servir, et parfois on se dit même, on aurait plus, on saurait même quoi en faire également. Là, l'enjeu, c'est vraiment une grosse partie sur les US. Les US, c'est un marché qui est super intéressant parce qu'il est à la fois plus grand par le nombre de personnes et à la fois plus grand par la profondeur de marché, je dirais la maturité des acteurs. Donc, on se retrouve dans une situation où, un petit exemple, aux États-Unis, par exemple, les universités peuvent avoir des outils de testing et de personnalisation pour recruter des étudiants, pour recruter des professeurs. Nous, on n'imagine pas en France la Sorbonne qui va avoir un outil de personnalisation. Donc, déjà, le marché est plus gros. Et deuxième partie de cette levée, c'est vraiment la R&D, puisque on veut partir sur un modèle qui est complètement automatisé. Actuellement, le marché travaille beaucoup sur les datas et sur le fait que depuis ces datas, on va extraire des groupes d'internautes. Ça, c'est très bien, tout le monde travaille à ça. Moi, la vision que j'ai du produit, c'est que oui, on peut travailler sur ces groupes d'internautes, c'est très bien, mais il faut surtout qu'on travaille sur l'automatisation des messages et le fait de se dire que les intitulés, les images, la structuration des blocs, etc., doit pouvoir changer d'un internaute à l'autre, et ça de manière automatique via les algorithmes. Donc, proposer des sémantiques alternatives, proposer des images alternatives et arriver sur des structures de sites qui peuvent changer. Perrine, ça te parle, ce sujet-là, ou pas? Oui, ça me parle tout à fait. Et du coup, je me posais la question donc là, on parle de sites internet qui changeraient complètement en fonction de... Oui, absolument. Et en temps la réel, personne qui est en face. En temps réel, c'est-à-dire qu'on est identifié, paf, on nous sert le site dans les millisecondes, en fait, où le site se charge. C'est un peu comme le retargeting, en fait. Tout d'un coup, on nous affiche un site qui correspond à ce qu'on a déjà vécu comme expérience et ce qu'on peut apprécier. C'est ça l'idée. C'est ça, exactement. On a 100 millisecondes, en gros, pour faire le travail. L'idée, c'est de conserver quand même le branding de la marque, puisque la marque, elle se positionne à un certain endroit de branding, d'image, etc. Mais c'est de faire en sorte que l'internaute, spécifiquement, s'il est venu 10 fois, s'il est venu une fois, etc., ne va pas chercher la même chose, ne va pas être rassuré par la même chose. Et ça, c'est détecter ces comportements. Et y apporter des solutions. Ce qui est hallucinant dans votre techno, c'est qu'en fait tout ça se passe depuis votre techno à vous. C'est juste une ligne de script, c'est un tag JavaScript qu'on met sur le site. Et en fait tout ça se passe en SaaS, c'est-à-dire sur vos serveurs à vous. Et c'est vous qui distribuez des versions différentes en fait. C'est pour ça que ça peut aller très très vite aussi. Et pour l'utilisateur qui veut changer ces trucs, il a juste des petits curseurs et des mots-clés à mettre à des moments précis. En fait, vous gérez tout ça de A à Z, y compris sur les téléphones d'ailleurs, ça marche. Oui, tout à fait. On fait ça sur web et sur application mobile. Et la promesse vraiment, c'est que le marketing puisse prendre ça en main, puisque l'idée c'est que c'est très technique quand même, un site web, une application également. Là, c'est le marketing qui va, avec sa souris, modifier finalement ce qu'il veut. Parce qu'on peut distribuer une forme d'application mobile, visuellement, qui soit différente, sans avoir à passer par l'autorisation du store sur une nouvelle version. Ça, c'est quand même vachement intéressant, parce que pour l'instant, c'était un peu la galère. Oui, ça fait des cycles de mise en ligne qui sont beaucoup plus rapides. Alors après, modulo justement le débat qu'on a eu juste à l'instant sur les restrictions qu'on peut avoir sur ces différents domaines, et jusqu'à maintenant, on a des guidelines. Vont-elles changer ? Ça dépend d'Apple et de Google. Mais l'idée, c'est vraiment raccourcir le cycle de mise en ligne pour aussi raccourcir les coûts que vous avez dans l'entreprise. Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui cherche du boulot par hasard? Parce que là, c'est la boîte cool, enfin une des boîtes cool françaises. Je veux dire, vous avez été classé 4e au classement Great Place to Work. C'est un classement qui a lieu chaque année dans les boîtes de moins de 500 personnes en France. Alors, il y a des boîtes web, évidemment, qui sont plutôt en tête. Je sais pas qui étaient j'ai plus en tête les autres, en fait, dans le... Les 3 premiers? Ouais. Je ne sais plus non plus, j'avoue. Le menteur. Non, il ne veut pas citer les... Mais pour le coup, c'était des boîtes de conseils et pas des boîtes d'outils comme le nôtre. Ouais. Et ABTSI, donc c'est une boîte où il fait bon vivre, en fait. C'est quoi l'idée d'une boîte où il fait bon vivre? On pompe tout à Google, en fait, au départ? Pas du tout. L'idée d'une boîte où il fait bon vivre, c'est que moi-même, quand j'arrive le matin, je vais être content de venir et je vais être content de trouver des céréales. C'est dans plein de boîtes. Non, c'est dans plein de boîtes, mais bon, quand la volonté vient de la personne qui a monté la boîte, je pense que ça change un peu la donne. Et c'est vrai que quand j'arrive au boulot ou quand je passe dans une boutique de déco et que je vois un truc sympa, je l'achète pour le boulot en me disant tiens, ça peut être cool. Et donc il y a d'une part des initiatives personnelles comme ça, et puis surtout ça vient de l'ensemble des gens. Ça veut dire qu'on peut organiser des apéros, on peut organiser des jeux entre salariés, on peut organiser. D'autant que vous avez besoin de beaucoup de techniciens, et ces techniciens sont rares. Il faut les attirer par une vraie ambiance de boulot, donc ça fait partie aussi de la nécessité pour une boîte d'être cool, vraiment, quand on a un métier
métier très technique aujourd'hui. Puis la nécessité d'être bien au boulot tout Ouais. simplement. Quoi. Oui, c'est pas mal, bien au Vraiment. boulot, non? Et puis aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui a envie d'être heureuse au travail. Enfin, quand on avait parlé C'est avec dingue, Maxime, hein. Ils veulent c'est- tout. c'est Je ça. sais, moi, je trouve ça dingue quand C'est même. ça. hein. Mais en même temps, ils ont raison. Quand c'est porté par le CEO et qui fait les efforts pour, Ouais, ça donne une belle boîte. C'est plutôt pas mal. Bon, vous allez vous installer à New York de façon plus pérenne. Comment ça va se passer? Il va y avoir un bureau, tu vas partir à New York ou un truc comme ça, non? Ouais, j'y passe déjà la moitié du temps là. Ouais. On est 4 personnes à New York, donc c'est embryonnaire pour Ouais. le moment. Mais l'idée vraiment, c'est arriver à convaincre ce marché qu'on a un outil mieux que l'outil concurrent américain, qui a levé des fortunes, comme tous les outils américains, mais sur lequel on a un positionnement technique et en termes d'avancée d'outils meilleur. Là, il faut des budgets marketing conséquents aux États-Unis. C'est pour ça que les 17 millions, ça paraît énorme, mais ça part très très vite. Aux États-Unis, c'est grand. Oui, tout à fait. ouais. Bah, alors déjà, les salaires ne sont pas du tout les mêmes qu'en France ou en Europe de manière globale, et les budgets marketing peuvent aller très vite. On ne peut pas se permettre de dépenser en AdWords sur l'ensemble du territoire, donc on va attaquer zone par zone le pays. Bon, c'est AB Testi, donc avec Rémi Aubert. Merci d'être passé nous voir juste après cette annonce quand même impressionnante. Là, 17 millions, c'est pas tous les jours qu'on entend parler de ça. En plus, directement en dollars. Ça fait tout de suite beaucoup plus classe, en fait, pour une start-up française, qui n'est plus une start-up, parce que 120 personnes, vous êtes une scale-up, en fait, aujourd'hui, très concrètement. Jérémy Benmoussa, Emmanuel Parodi, Perrine Le Goulon, complétez le casting de cette 71e émission du Grand Débat du Web. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Et puis il y avait Stella Carpenter aussi. À plus.